Welcome, bienvenue. Mon nom c'est Charlene McCoy. Je suis la directrice générale de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick. I am the Cities of New Brunswick Association's Executive Director. My name is Charlene McCoy. Je m'appelle Charlene McCoy, je suis la directrice exécutive de l'Association des cités. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour discuter du rôle actuel et futur du Nouveau-Brunswick. Pour explorer le rôle actuel et futur des 8 villes du Nouveau-Brunswick. We have an incredible diversity of teams and speakers for the next 4 weeks. Nous avons une grande diversité des équipes et donc Carol Sabe, la PDG de la Fédération canadienne des municipalités, Dr. Prudhomme, Marianne McNee, Executive Director of the Multicultural Association of the Greater Moncton Area. La directrice exécutive de l'Association multiculturelle du Grand Moncton et le recteur de l'Université du Nouveau-Brunswick. Il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont faire des exposés. De partout au Nouveau-Brunswick et d'ailleurs dans ce webinaire. Environ 300 participants sont enregistrés. We have representation from all over New Brunswick and beyond for this webinar. We have an estimated 300 participants. Donc, environ 300 personnes se sont inscrites à ce webinaire. Et le leadership des 8 maires des cités du Nouveau-Brunswick pour aider à faire cette série de conférenciers une réalité. I would also like to acknowledge the support and leadership of all the 8. J'aimerais reconnaître le soutien et le leadership des 8 maires pour faire de cette série de webinaires une réalité. Donc, pour commencer, j'ai le privilège de céder la parole au maire Brian de la ville de Fredericton. Et c'est lui qui va présenter les conférenciers d'aujourd'hui. Donc, à vous la parole. Merci, Charlene. Bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je vais agir comme animateur aujourd'hui. Donc, au nom des villes de Bathurst, Campbellson, Dieppe, Edmundston et Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint John, bienvenue à cette session inaugurale de Villes fortes, série de conférences sur les provinces fortes. Nous sommes reconnaissants pour la technologie qui nous permet de nous connecter virtuellement pendant ces temps difficiles et nous adressons nos meilleurs vœux et nos pensées à toutes les personnes, familles et personnes âgées qui doivent faire face aux conséquences de la COVID-19 ainsi qu'à nos travailleurs de la santé. Nous sommes très heureux de l'intérêt généralisé que suscite cette série de conférences avec la participation des 3 niveaux de gouvernement, du secteur privé et des leaders communautaires de toutes les régions du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs. Donc, la série de conférences abordera la question importante de savoir comment les 8 villes du Nouveau-Brunswick peuvent contribuer à un avenir viable et durable pour notre province, à un moment où nous sommes confrontés à un processus de reprise difficile en raison de la pandémie, amplifié par les défis économiques, sociaux et démographiques hérités. Nous les connaissons tous, ces défis-là. Cette série est conçue pour examiner le rôle futur des villes du Nouveau-Brunswick et leur importance cruciale en tant que centres économiques, d'innovation et de croissance démographique. Et je veux vous rappeler que la série des conférenciers est livrée avec un service d'interprétation simultanée et vous pouvez avoir accès à ces services-là depuis votre écran Zoom. Nous fournirons le contenu dans les 2 langues officielles au fur et à mesure de l'avancement de la série. Donc, avec ce petit rappel, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le premier de nos 4 orateurs invités, David Campbell. David est président de Jubia Consultants, une société conseil néo-brunswickoise spécialisée en expansion des entreprises et en développement économique. Il possède plus de 25 ans d'expérience pan-canadienne à titre d'expert conseil auprès des secteurs industriels, gouvernement et sans but lucratif. Ses interventions sont axées sur les stratégies de développement économique, l'analyse de l'impact économique, la croissance économique, les stratégies de grappe et l'attraction d'investissements. De 2015 à 2017, David était économiste en chef pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et à ce titre, il a orchestré l'élaboration des stratégies de politique économique et de développement économique du gouvernement provincial. David est chroniqueur à New Brunswick News, orateur publié, contributeur hebdomadaire pour le blog It's the Economy Stupid et animateur du balado hebdomadaire Growing Pains. Ces dernières années, il a eu l'occasion de participer à de nombreux cercles de réflexion et de collaborer avec divers organismes de recherche stratégique, dont le Conference Board of Canada, le Forum des politiques publiques du Canada, l'Institut Donald J. Savoie de l'Université de Moncton et le Canada Excellent Research Chair en migration et intégration à l'Université Ryerson à Toronto. Donc, voilà, je vous cède la parole, David. Bonjour tout le monde et merci, Monsieur le maire. Je vais partager mon écran. J'ai quelques diapositives que j'aimerais utiliser. J'espère que vous pouvez voir
mon exposé. Donc, essentiellement, ce que je vais dire dans le cadre de cette série, c'est que nous devons augmenter notre province. Nous devons atteindre le cap d'environ 1 million d'habitants d'ici 2040. Et c'est peut-être pas aussi difficile qu'on le pense. Et la majorité de cette croissance va devoir se passer dans les centres urbains. Ensuite, je vais parler du rôle de nos 8 idées pour atteindre cet objectif démographique. Donc, voici ce qu'on voit ici, on voit le taux de croissance annuel moyen de la population. Et donc, on parle d'une période de 20 ans. Il faudrait croître à 1,3 par année. Vous allez dire, bon, c'est peut-être une augmentation très importante, et c'est vrai, mais nous l'avons déjà fait par le passé. Dans les années 70 et après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des taux de croissance très semblables à ce qu'il nous faudrait pour atteindre le chiffre en 2014. Et si on regarde ce qui se passe dans d'autres provinces, la Saskatchewan, l'île du Prince-Édouard et le Manitoba, toutes ces provinces ont déjà le taux de croissance dont nous avons besoin. Donc, il faudrait imiter l'île du Prince-Édouard pour atteindre notre cible d'ici 2040. Pourquoi est-ce qu'il faut 1 million de personnes? Eh bien, c'est parce que nous avons maintenant une des populations les plus âgées en Amérique du Nord. Le quart de notre main-d'œuvre prendra sa retraite d'ici une dizaine d'années. Notre croissance économique est, pour ainsi dire, au point mort. Et comme je l'ai dit, les autres territoires ont déjà une longueur d'avance. Donc, nous le devons aux générations futures de nous attaquer à ce problème. Ce ne serait pas aussi difficile que ça. On parle d'environ 13 000 nouveaux immigrants d'ici 2025. Donc oui, c'est une augmentation importante entre ce qu'on a vu ici, mais c'est réaliste comme objectif que nous nous sommes fixés. Alors, lorsque j'ai initialement proposé cette idée en 2016, les gens étaient sceptiques. Mais depuis 2016, la population de la province a augmenté de 23 000 personnes pour un taux de croissance annuel moyen de 0,6 %. Donc, il faut qu'on passe à 0,6 à 1,3 %. Donc, quel est le rôle de nos 8 villes pour atteindre cet objectif? Bien, si nous voulons atteindre le cap du million d'ici 2014, la majeure de cette partie se produira dans les 8 cités de la province et les régions avoisinantes. Les petites villes et les régions rurales devraient aussi croître en fonction des ressources naturelles, du tourisme et d'autres institutions, mais ce sont vraiment les cités qui ont la plus grande capacité de croissance plutôt. Mais on verra la plus grande pourcentage de la croissance dans les centres urbains. Donc, selon Statistique Canada, 97 000 personnes habitaient dans les 8 cités du Nouveau-Brunswick, mais à mon avis, il va falloir augmenter à 45 à 50 %. Donc, c'est un objectif très ambitieux, mais Moncton est déjà sur la voie pour atteindre cet objectif-là, Fredericton aussi. Donc, il faut tout simplement qu'on voit cette même croissance dans les autres villes et nous arriverons à ce taux de croissance de 45 à 50 %. Bon, voici des données historiques et j'ai déjà fait une présentation là-dessus. Donc, essentiellement, ce qu'on voit à travers le pays, la population urbaine en 2016 était beaucoup plus élevée que ce qu'elle était dans les années 70 et il y a plus de gens qui habitent dans les régions rurales maintenant que par le passé. Mais la différence, c'est l'écart entre les populations urbaines et rurales. Regardons les chiffres pour le Nouveau-Brunswick. La croissance rurale et urbaine sont à peu près au même niveau. Donc, il faut faire croître nos villes. Donc, quels sont les 5 rôles pour nos cités d'ici 2040? Nous devons renforcer le rôle de nos sites à titre d'incubateur de talents. C'est très, très important. Il va falloir qu'on fasse venir des étudiants étrangers, il va falloir qu'on attire des gens et notre système d'éducation postsecondaire va jouer un rôle clé. Il nous faut des stratégies de développement du logement. Si on veut faire augmenter la population, il nous faudra plus de logements.
Nous devons renforcer, non pas affaiblir notre système de transport aérien. Bon, avec la COVID, on a vu une diminution des services, donc, mais il faut en faire une priorité stratégique pour augmenter le système de transport aérien. Nous devons aussi investir dans l'infrastructure de recherche et de développement de nos cités. Et la recherche et le développement vont jouer un rôle très important. On est encore une économie axée sur les exportations, mais il faut prioriser la recherche et le développement. Ça va jouer un rôle clé dans notre avenir. Et nos cités doivent élargir leur rôle à titre d'incubateur d'entreprises ambitieux. Ce rôle sera essentiel pour assurer que notre économie sera plus forte que jamais à l'issue des 20 prochaines années. Et nos cités doivent être des endroits où il fait exceptionnellement bon vivre. Les gens ont beaucoup de choix, beaucoup plus de choix qu'ils n'ont jamais eu avant. Donc, il faut offrir une excellente qualité de vie. Donc, je vais terminer en disant que le Nouveau-Brunswick est à une croisée des chemins. Un des chemins mène à une prospérité soutenue, à des services publics de bonne qualité et à une qualité de vie supérieure pour nos citoyens. L'autre mène à une décroissance démographique, à un recul des industries et des revenus fiscaux et à des chicanes constantes sur la façon de se partager une tarte de plus en plus petite. Donc, si nous espérons emprunter la voie de la réussite, nous devons accroître notre investissement et concentrer nos efforts sur les cités de Nouveau-Brunswick. Voilà. Je redonne la parole à M. le maire. Merci, David. Bon, d'excellents points. Vous avez parlé de façon répétée du rôle des universités, la question de la recherche et du développement. Et ça j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Herb Emery maintenant. Herb est titulaire de la chaire Vaughan en économie régionale à l'UNB. En travaillant avec les gouvernements, le secteur privé et les organisations à but non lucratif, la chaire Vaughan assure le leadership et la capacité d'élaboration des politiques pour la région. Bon, outre la compréhension des fondamentaux économiques de la croissance dans une petite économie ouverte, le Dr Emery intègre des facteurs politiques, historiques, culturels et institutionnels qui ont façonné les processus de développement du Canada. Avec sa boursière postdoctorale Sarah McRae, il travaille sur un livre qui traite des approches gouvernementales du développement de l'économie du Nouveau-Brunswick au cours du siècle dernier. Donc, à vous la parole, Dr Emery. Merci. Je suis toujours frappé par la longueur des introductions. Je pense que j'aimerais mieux qu'on me présente seulement en disant, ben voici Herb. Bon, moi, je pense qu'il faut penser aux mécaniques et il faut penser, bon, dans les années 99, on avait une discussion très différente. On parlait des villes qui remplaceraient les provinces. Donc, pendant l'époque Martin et Chrétien, les maires des grandes villes voulaient communiquer directement avec Ottawa. Ils voulaient être un niveau officiel de gouvernement. Et dans un cas extrême, Toronto a même présenté de la législation pour devenir effectivement la 11e province du Canada. Bon, il y avait cette idée-là qu'on n'a plus besoin de provinces, on a besoin de villes fortes et de maires forts. Mais avec la COVID, notre problème, c'est que si on ne nous voit pas comme une province avec des villes fortes, on perdra l'intérêt. L'intérêt national est... Bon, les 3 plus grandes villes du Canada absorbent la plupart de l'augmentation de la population. Donc, il faut penser justement à l'importance des villes et qu'est-ce qu'il faut penser au Nouveau-Brunswick. Et pourquoi est-ce qu'il faut penser en termes de 8 villes fortes plutôt qu'une seule forte? On ne veut pas que Moncton devienne Halifax. Donc, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Et donc, notre économie est axée sur les exportations. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est que si on peut créer de la richesse en allant chercher une part du marché mondialement, on peut grandir. Et ce n'est pas aux dépens d'une autre communauté. Si on ferme l'économie ou si on a un marché qui se rétrécit, un marché intérieur, là, on met les communautés en compétition entre elles. Mais si on peut coordonner nos villes
si on peut devenir compétitif en tant qu'exportateur, il faut trouver un rôle pour les villes pour qu'on puisse augmenter la qualité de la ville ici dans la province plutôt que d'envoyer les gens à Toronto. On n'a pas des secteurs concurrentiels au Nouveau-Brunswick. Nous sommes la seule province au Canada ou dans les maritimes qui ne voit, où le secteur des services commerciaux n'augmente pas. Et ce que ça nous dit, c'est que nos villes ne créent pas les conditions pour retenir cette richesse-là. Alors, ce qu'on veut avoir, c'est des villes concurrentielles, pas concurrentielles entre elles, mais qui font concurrence avec les autres fournisseurs, Toronto. Et alors, il faut changer notre façon de penser. Il faut maintenir ou garder la richesse qu'on crée. Alors, j'aimerais en parler un peu plus de cette idée-là. Donc, on pensait avant que, bon, si on avait une ville industrielle avec des usines, que ces villes-là créeraient la demande à l'extérieur des villes pour alimenter justement les résidents de la ville. Donc, si on pouvait créer des usines, ça crée une demande pour les produits locaux, tout le monde est à l'aise, tout le monde s'enrichit, mais on n'a pas cette réalité-là aujourd'hui. On obtient 7 seulement de notre nourriture des producteurs locaux. On importe notre nourriture. Et on a des industries d'exportation. Donc, il faut penser à cette idée de pôle de croissance. Donc, cette théorie selon laquelle les villes pourraient être des pôles de croissance ne reflète pas la réalité. Donc, il faut changer notre façon de penser. Donc, maintenant, on pense qu'on peut mettre davantage on a tendance à penser maintenant en termes de cloître, de grappes plutôt, industrielles. Et l'idée, c'est que si on peut augmenter un secteur, si on peut augmenter une ville, cela en soi génère la croissance du fait qu'on réalise des économies d'échelle. Et cette idée remonte aux années 70. On ne parlait pas on parlait de l'importance de multiplex à Saint-Jean, par exemple. Ça devait créer 15 000 emplois pour la ville de Saint-Jean, si ça avait fonctionné. On parlait d'une grappe de fabrication à ce moment-là. Et bon, on a attiré Brickland à ce moment-là. Donc, on a essayé cette idée-là par le passé et le défi, c'est qu'on fait venir des entreprises, surtout dans le domaine des technologies de l'information. Et si on veut créer une grappe, il faut vraiment être compétent. Et si on veut que les 8 villes le fassent, il faut beaucoup de collaboration entre les municipalités à travers la province pour qu'on puisse faire semblant ou créer les mêmes effets que si on était une grande ville. On ne deviendra pas New York ou Toronto. Donc, comment est-ce qu'on obtient les avantages d'une grande ville sans la possibilité de devenir une grande ville? Et si on échoue, bien, Halifax va devenir le centre régional d'après ce modèle. Donc, où est-ce que ça nous laisse? Il faut penser, pourquoi est-ce qu'on a 8 villes pour commencer au Nouveau-Brunswick? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une seule grande ville? Bon, la raison, c'est parce que c'était la question de l'exportation. Bathurst, dans les années 1960, était la ville qui connaissait la plus forte croissance dans la province. Et bon, ces villes cherchent maintenant une raison pour garder les gens, mais ce qu'on voit plutôt, c'est une migration vers la ville de Moncton. Donc, les villes, en fournissant des services, en répondant aux besoins de la population locale, elles concentrent la richesse qui vient du secteur des exportations. Mais il faut un environnement où les entreprises sont concurrentielles. On ne veut pas que les exportateurs importent ce qu'ils ont besoin, en fait, de services juridiques, mais c'est pourtant ce qu'on voit dans la province. Beaucoup de nos exportateurs utilisent des fournisseurs à Toronto. Ils ne payent pas pour que les gens viennent ici. Donc, on perd ces services professionnels. Donc, si on ne pense pas à cette question de façon holistique, l'exportation
Il faut que les villes travaillent fort ensemble. Et si on devient concurrentiel avec les autres fournisseurs à l'extérieur de la province, là, on créera de la richesse. Mon dernier message, c'est que si on ne réussit pas à faire ça, bon, il y a un petit problème avec la connexion. Monsieur le maire, je pense qu'il a des problèmes de connexion. Oui, Herb, je ne sais pas si vous m'entendez, mais on a perdu votre image. Je vais vous donner 10 secondes pour revenir, sinon on passera au prochain conférencier. OK, looks like you. Bon, je pense qu'on va devoir... on anticipait votre conclusion, mais on y reviendra. Il a mentionné des points très importants. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était que les 8 villes doivent collaborer pour attirer les investissements du gouvernement fédéral. Et il faut pouvoir faire concurrence à l'échelle internationale. C'est pas une seule ville ne peut pas le faire. Donc, merci beaucoup, Herb. Le prochain conférencier est Don Mills. Don est actuellement président de Crane Cove Holdings Limited, sa société de placement familiale, ainsi qu'associé de Cabco, une société d'infrastructure de TI, et de Total Marketing and Communications, une société bermudienne qu'il a cofondée. Il est aussi fondateur et ancien propriétaire et PDG de Corporate Research Associates. Il publie des articles dans tous les quotidiens et de nombreux hebdomadaires au Canada atlantique. Actif à titre de chef d'entreprise et d'activiste communautaire, Don a siégé à plus d'une vingtaine de conseils d'administration au cours de sa carrière. Plusieurs organismes judiciaires le reconnaissent comme expert sur les questions d'opinion publique. Il porte le titre de Certified Research Insights Professional. En 2008, l'Association nationale du secteur de la recherche en marketing l'a reconnu comme fellow, faisant de lui le seul Canadien de l'Atlantique titulaire de cette désignation. La Chambre de commerce d'Halifax l'a nommé homme d'affaires de l'année en 2001 et finaliste en 2007. La réserve Atlantic Business Magazine l'a retenu parmi les premières personnes intronisées à son temple de la renommée des 100 meilleurs PDG en 2005. Il continue de vouer une passion au Canada atlantique et de revendiquer le changement dans la région. Don, à vous la parole. Merci, Mike. Je suis très content de faire partie d'un panel aussi distingué. Je suis le travail des autres membres depuis plusieurs années. J'apprécie leur contribution. Bon, moi, je suis les tendances sociales, régionales et économiques dans la région de l'Atlantique depuis longtemps. Et ça m'a toujours frappé et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi notre région tirait de l'arrière par rapport aux autres provinces. Et j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi on avait autant de chômage ici, mais une croissance économique plus lente. Donc, dans les 12 dernières années, on a connu où le PIB a augmenté de façon très anémique, alors qu'au Canada, on affiche un taux de 1,7 %. Ça ne semble peut-être pas beaucoup, mais si on calcule l'effet cumulatif, on parle d'une différence de 15 %. Donc, si le Nouveau-Brunswick avait suivi le reste du Canada, son économie serait 15 % plus grande qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui cause ce retard par rapport au reste du pays? Et ça m'a pris du temps pour comprendre cela. Bon, j'ai étudié les tendances de la population depuis longtemps. Et la réponse est relativement simple. Nous avons un problème majeur structurel dans la région. Et si on ne règle pas ce problème structurel, on va se retrouver dans la même position à l'avenir. Donc, commençons avec quelques renseignements sur la croissance de la population. J'espère que vous pouvez voir la population.
Donc, on voit ici bon, la population au Canada entre 1951 et 2016. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce chiffre-là, ou dans cette graphique plutôt? Mais d'abord, on voit un pays qui croît de façon constante. Donc, on parle ici de 1 % de croissance dans la dernière année. Mais la plupart de la croissance se passe dans les centres urbains. 81 % de la population était urbaine en 2016, alors que le reste de la population représentait 19 % de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut faire augmenter la population, il faut se concentrer sur les communautés urbaines, au début au moins. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Keep going. Next slide, please. Continuez. Donc, voilà. Ici, ce qu'on voit, c'est le Nouveau-Brunswick sur la même période de temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'autour des années 1990, la croissance s'est stabilisée. Pourquoi? Parce que les gens ont arrêté d'avoir des enfants. La réponse est aussi simple que ça. Et on n'a pas eu notre part d'immigrants dans cette région. Donc, au Nouveau-Brunswick, au dernier recensement, 5 % de la population était née à l'extérieur du pays, alors qu'au Canada, ce chiffre-là était de 22 %. Donc, le fait de ne pas avoir notre part d'immigration, ça fait une grosse différence. Donc, regardons l'écart entre l'écart urbain et rural. 53 %, 47 %, donc presque le même chiffre. Donc, et la population rurale est presque 2 fois plus grande que dans le reste du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a trop de gens qui vivent au mauvais endroit sans une économie. On dépend trop de travail saisonnier. Et regardez la croissance ou les lignes ou les différences entre la croissance urbaine et rurale. Et c'est ça qui doit changer. Il faut faire augmenter nos 8 villes du Nouveau-Brunswick. Bon, 11 comtés sur 15 ont perdu de la population. 5 villes sur les 8 de la province ont perdu de la population. Bon, je pense que la situation s'améliore d'après les statistiques récentes, mais on a du chemin à faire. Alors, moi, ça fait 10 ans que je parle de cette idée-là de la création de pôles stratégiques pour toute la région du Nouveau-Brunswick. Et donc, je passe à la prochaine diapositive. Donc, voilà Fredericton. Within 75K, there, at least as the last census, 147,000 people live within that. Alors, si vous regardez ici, on voit qu'il y a 147 000 personnes dans ce centre. Et les gens considèrent que Fredericton est un centre, un noyau. Non, et c'est vrai. Les gens arrivent à la ville des régions périphériques pour recevoir des services, pour le travail, pour le divertissement, pour la culture. Ça se passe déjà. Alors, ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'on n'a pas songé à ces zones comme étant des centres économiques. On n'a pas de stratégie pour ces zones pour profiter des actifs dans chacune de ces zones. Alors, voici Saint-Jean, 75 km. Cette région a perdu 5 % depuis le dernier recensement, mais a quand même 168 000 personnes. Ensuite, Moncton, 217 000 personnes à l'intérieur de 75 km et une petite augmentation depuis le dernier recensement. Miramichi, presque 90 000 personnes, mais une diminution depuis le dernier recensement. Ensuite, Bathurst, 112 000 personnes à l'intérieur d'un rayon de 75 km et Campbellton, 33 000 dans le même rayon. Alors, et ensuite, Edmundston aussi avait la plus grande perte, mais il reste quand même 46 000 personnes, qui est quand même un chiffre non négligeable. J'ai fait des recherches et pourquoi est-ce que j'ai choisi un rayon de 75 km? C'est parce qu'on dit que les gens, la majorité des gens qui vivent à l'intérieur de ces centres sont prêts à se déplacer tous les jours au moins 75-70 km pour aller travailler et pour recevoir des services de santé, par exemple, sans déménager. C'est ça la question.
Les gens disent, ah, ben, c'est l'avantage de ces 8 régions urbaines. Non, ça profite les personnes qui vivent dans les communautés rurales environnantes. Ça leur permet de rester en communauté s'il y a des emplois, des possibilités d'emploi, parce que les régions urbaines grandissent. C'est la seule façon qu'elles peuvent grandir, c'est en grandir la population. Et la seule façon de grandir la population, c'est en se concentrant sur l'immigration. J'ai 7 centres ici. Vous pouvez les découper comme vous voulez, mais afin de réussir, il faut qu'on fasse plusieurs choses. Premièrement, il faut qu'on ait une stratégie régionale économique pour toute la zone économique. C'est ce que a fait Halifax. J'aimerais juste vous mentionner que Halifax dessert une population de presque 500 000 personnes à l'intérieur d'un rayon de 65 kilomètres. Il y a déjà une agence régionale économique, le partenariat Halifax. Il vise vraiment l'immigration. Et ce sont les choses que chacune de ces régions doit faire. Et il y en a certaines qui le font déjà. Par exemple, à Saint-Jean, dernièrement, ils ont réuni toutes leurs agences de développement économique ensemble. Moncton l'a déjà fait avec leur Société 3+. Alors, c'est vraiment la voie de l'avenir, je pense. Et je vais juste terminer en disant que, selon moi, si on ne peut pas faire grandir chacune de ces zones urbaines pour profiter de ce qu'elles ont chacune à offrir, on ne peut pas avoir de prospérité au Nouveau-Brunswick sans la croissance démographique. C'est aussi simple que ça. Et en visant ces 7 centres, et ces 7 centres, ces 7 noyaux vont desservir plus de 90% de la population dans un rayon, une distance raisonnable. C'est ça la clé. Il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent rester et vivre là où ils veulent, mais en recevant les services dans la zone urbaine. Et je vais m'arrêter là. Merci, Don. On apprécie beaucoup les données que vous nous donnez, les messages qui en sortent. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut des centres régionaux, mais ça prend une stratégie régionale économique. Et ça veut aussi dire de l'investissement au centre afin que les gens puissent venir au centre et utiliser les services, mais vivre où ils veulent. Les investissements seraient dans les régions centrales, justement. Ensuite, nous avons un dernier conférencier, M. Richard Saillant, qui est économiste de la région de Moncton, un expert conseil et un candidat au doctorat à l'Université Dalhousie. Il est aussi journaliste et chroniqueur pour les journaux de Brunswick News et de l'Acadie Nouvelle. Il est ancien vice-président de l'Université de Moncton, un ancien directeur de l'Institut Donald J. Savoie, un organisme de recherche sur les politiques publiques. Il a également passé près de 15 ans à Ottawa, dans différents ministères, notamment au bureau du Conseil privé, à l'Industrie Canada et à Transport Canada. Il est l'auteur de 4 livres, dont Au bord du gouffre, Agir maintenant pour éviter la faillite au Nouveau-Brunswick, 2014, et Shale Gas au Nouveau-Brunswick, pour mieux comprendre, Towards a Better Understanding, 2014, coédité avec David Campbell, qu'on a déjà entendu aujourd'hui. Son dernier livre, A Tale of Two Countries, le déséquilibre démographique qui divise le Canada, How the Great Demographic Imbalance is Pulling Canada Apart, a été publié en 2017, a été finaliste pour le National Business Book Award. Monsieur Saillant, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Et moi, je vais parler en français pendant quelques instants et ensuite, je changerai à l'anglais. Alors, si vous avez besoin d'interprétation, il y a un bouton en bas de l'écran. C'est très intéressant. Les 3 présentateurs jusqu'à date, les perspectives sont complémentaires et différentes. Et puis, j'avais préparé des notes, mais j'aimerais faire quelques remarques introductoires avant de passer aux notes ou à ma présentation en tant que telle. La première, c'est que j'inviterais les gens à réfléchir à la différence entre les symptômes d'une situation et les causes profondes de la situation. Donc, je suis un peu rendu avec ma conclusion en commençant. Le Nouveau-Brunswick est une région périphérique extractive, dépendante des ressources naturelles depuis déjà 100 ans. Et sa structure urbaine-rurale reflète son économie géographique. Donc, c'est profondes relations économiques qui ont été forgées à travers l'histoire et qui font en sorte que le Nouveau-Brunswick est maintenant
une région périphérique, comme peut l'être la Gaspésie, comme peut l'être beaucoup d'autres régions à l'intérieur de l'ensemble économique canadien. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à la démographie. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans quelques minutes comment je vois que la démographie est devenue le moteur de la croissance économique de la province et que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, je vais partager mon écran à ce moment-ci. Et puis, je vais me rendre dans le nord du Nouveau-Brunswick. Pour commencer, là, je suis à Moncton, ce n'est pas là que je veux être. Je vais être dans le nord du Nouveau-Brunswick pour commencer un instant. Et puis, je vais vous montrer essentiellement les tendances de l'emploi et de la population dans les 4 agglomérations urbaines du Nord. Ce que vous voyez à gauche, la première colonne, c'est qu'à l'intérieur de 10 ans, entre 2010 et 2020, les 4 villes du Nord ont perdu 13 de leur population âgée entre 15 et 64, là, qui peut être considéré l'âge de travailler, là, au core working age, si vous voulez. Ensuite, la région du Nord a perdu 8 de ses emplois dans le secteur privé, mais dans le secteur public, la croissance a été autour de 12 à 13 Donc, voilà les tendances dans le Nord. Donc, si vous regardez le Nord comme moteur, les régions urbaines comme moteur de croissance, ce que vous allez voir, c'est que ça n'a pas vraiment été le cas. Lorsque vous regardez le Nord, la seule source de croissance est l'emploi du secteur public. Dans le secteur public, principalement la santé, puis ce n'est pas l'économie qui motive l'augmentation des emplois dans le secteur de la santé, c'est la démographie. On va ensuite passer à la diapositive suivante, la région de Saint-Jean. On a tendance à penser que les 300 On a tendance à penser que les 3 grands centres du Sud sont semblables quant à leur tendance, mais en fait, Saint-Jean, qui est une ville plus industrielle, démontre les mêmes tendances qu'avant. Par exemple, si on regarde la population de 15 à 64 ans, de l'emploi dans le secteur privé est à la baisse et le secteur public à la hausse. Alors, encore une fois, le moteur de la croissance économique dans la région de Saint-Jean était le secteur public. Ensuite, on va parler de Moncton, mais la situation est semblable à Fredericton. C'est juste que je voulais vous montrer une ville pour voir comme exemple. Alors, Moncton, par exemple. En bleu, ici, c'est la seule zone où il y a eu du bleu, une croissance démographique entre les 15 et 64 ans. On a un bon secteur privé. Mais si on regarde le bon secteur public, dis-je, mais si on regarde les secteurs du transport et du commerce et des ressources, c'est les services qui desservent les consommateurs locaux. Nous avons un centre régional de services et il y a une forte croissance dans ce secteur, mais Moncton, en tant que région pour créer de la richesse dans les exportations, la manufacture, les services, les centres d'appel, par exemple, la tendance est à la baisse. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter la présentation, mais je vais essayer de vous parler de ce qui se passe. En fait, ce qui se passe est qu'avec le vieillissement, il y a 2 choses. Premièrement, il y a moins de personnes disponibles pour travailler et deuxièmement, on a des plus grands besoins dans le secteur public, en santé et soins aux aînés. Alors, depuis 10 ans à peu près, le travail est passé du secteur privé au secteur public. L'emploi est à la baisse de 15 000 personnes au Nouveau-Brunswick dans le secteur privé, mais dans le secteur privé, il y a une grande hausse d'environ 8 000 emplois en santé surtout. Et même à Moncton, oui, les emplois passent du secteur privé au public et à l'intérieur du secteur public, les emplois sont transférés à ceux qui étaient anciennement des emplois concentrés sur l'exportation à des emplois concentrés sur les services. Alors, ce qui se passe est que nous avons la seule source d'emploi, c'était le service public. Service public, ça veut dire plus d'argent dépensé localement, plus de vente au détail, transport, logement, ainsi de suite. Mais il y a quand même une partie de l'argent de la retraite, les pensions privées, la sécurité de vieillesse, les RPC et ainsi de suite. Ça, c'est une autre raison pour faire migrer le travail des industries de l'exportation à des
industries de services locaux. Alors, les gagnants ici sont les zones qui offrent ce genre de services, Moncton, Fredericton, mais les perdants sont le reste de la province, y compris Saint-Jean et les régions rurales, parce qu'il y a moins de résilience économique qu'avant, et ceci est dû au fait que la population vieillit. Alors, moi, je propose que si on doit même essayer de stabiliser notre base industrielle, il faut beaucoup plus d'immigration qu'avant. Alors, je suis d'accord avec David là-dessus. Mais encore une fois, l'immigration au Nouveau-Brunswick est le reflet d'une autre cause qui est la retraite des boomers. Une fois que les boomers seront tous à la retraite, cette lacune, cet écart entre les 15 et 64 ans et ceux qui sont à la retraite va devenir plus étroite. Et si on ne trouve pas d'autres sources de croissance économique, comme David le disait, et on est tous d'accord là-dessus, à moins qu'on trouve d'autres causes de croissance, d'autres moteurs de croissance économique, on ne va pas grandir notre population. L'immigration arrêtera à la stabiliser peut-être, mais les baby boomers vont commencer à prendre leur retraite et les emplois qui seront libérés par les boomers ne seront plus disponibles. Donc, l'immigration va ralentir à moins que quelqu'un ait un autre modèle en tête et arrivera à changer le Nouveau-Brunswick en quelque chose d'autre, autre que ce qu'il est depuis 100 ans. Alors, on devrait continuer à viser les ressources naturelles, à s'assurer qu'on a le meilleur climat d'affaires possible. Et sur 10 ans, on devrait quand même viser l'immigration. Si j'avais des conseils à donner aux villes pour en développement économique, je dirais si on avait 999 000 on devrait l'investir dans le développement social, l'immigration et le dernier dollar pour un billet de loterie parce qu'on se bat contre la gravité et ça fait 100 ans. On a eu des générations de très bons entrepreneurs. On a des générations de premiers ministres très dynamiques et on est toujours dans la même position qu'on l'était il y a 50 ans ou même il y a 70 ou 100 ans. Alors, j'aimerais vous laisser avec cette idée que lorsqu'on considère comment avancer à l'avenir, ça nous prend non seulement un bon respect pour ceux qui moulent notre géographie, mais il faut bien comprendre les forces et comment elles vont former nos perspectives à l'avenir. J'aimerais... On ne peut pas tous avoir un jardin dans notre cour arrière. Merci, merci Richard. Il y a un grand thème là-dessus qui repasse dans toutes les présentations. Il s'agit de l'immigration, les recherches nécessaires. Et ça revient aux universités. Ça prend des recherches pour essayer de vraiment pousser ces politiques et ces idées. Alors, merci à vous tous. Alors, je regarde ma montre. On a promis 1 heure. Il est 11h45. On a commencé avec quelques minutes de retard, mais on va essayer de ne pas dépasser de 5 minutes pour respecter le temps de tous. Alors, on pensait vous donner une question et demander aux 4 panélistes d'y répondre, mais on n'aura pas le temps d'aller si profondément dans les réponses. Mais s'il y a des questions du public, on peut y donner suite et y répondre par la suite. Alors, je vais poser une question à un panéliste et peut-être qu'on demandera à un panéliste de parler d'un thème et ensuite je poserai une autre question à un autre panéliste. On a déjà parlé des thèmes en commun. Vous avez tous donné une perspective unique quant au rôle des villes, des cités du Nouveau-Brunswick pour créer un Nouveau-Brunswick fort. Et après avoir écouté les présentations, pensez-vous qu'il y a un ou quelques thèmes qui sous-tendent toutes les 4 visions? Moi, je pense que oui, mais j'aimerais entendre vos idées là-dessus. Alors, on va commencer avec Richard. Oui, très rapidement. Oui, nous sommes tous d'accord qu'il ne faut pas se débarrasser du statu quo, mais il faut trouver de nouvelles façons de créer de nouvelles richesses afin que plus d'argent des industries primaires de façon innovatrice, de travailler ensemble afin de créer une masse critique à l'avenir. Et
pour générer une croissance autonome et une fiabilité plus grande. Et je vais laisser aux autres panélistes de répondre. Bon, d'accord. C'était très rapide. On va demander à quelqu'un d'autre. Don, qu'est-ce que vous pensez des thèmes sous-jacents, des thèmes communs? Ben, je pense qu'on parle tous du même défi. Une chose que je voulais mentionner, que j'ai oublié de dire, c'est dans le passé, moi, je pensais que notre population ne grandissait pas parce qu'il n'y avait pas de perspective économique pour les gens. Mais j'ai changé d'idée là-dessus parce que si on regarde ce qui se passe à l'île du Prince-Édouard, qui est vraiment un petit marché, ils font tous, ils dépassent le reste de la région, bon an, mal an. Et c'est parce que la population grandit qui me porte à croire que la croissance démographique crée la croissance d'emplois. Et si je comprends bien, l'île du Prince-Édouard a plus de nouveaux emplois et on a eu plus depuis quelques années que toutes les autres provinces du Canada atlantique. Alors, la création d'emplois est parce que la population a connu une croissance. Je vais vous expliquer. Si on regarde le marché du logement à Charlottetown, où la plus grande partie de la croissance a eu lieu, leur taux de vacances est de moins d'1 %. Et ils construisent aussi rapidement que possible, qui crée des perspectives économiques. Maintenant, comme pour répondre à Richard, oui, ça dessert le marché local, mais ça crée des possibilités économiques, des emplois. Alors maintenant, je suis partisan de la théorie que plus de gens arrivent, mieux c'est pour l'économie, parce que ces gens trouveront la façon, surtout les immigrants. Les immigrants vont trouver les façons de faire et ils vont vraiment trouver la façon de vivre leurs rêves. Merci. Alors, on passe à la deuxième question qui porte sur la stratégie urbaine du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick se lance sur la réforme municipale et la raison pour cette série, justement, et s'est engagé à la création d'une stratégie urbaine. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez devrait être inclus dans une stratégie urbaine au Nouveau-Brunswick? Je vais demander à Don et ensuite David. Don, que pensez-vous de la stratégie urbaine? Bien, comme je l'ai dit, je pense que nous devons avoir une stratégie régionale économique pour chacune des zones économiques qui desservent la grande majorité de la population. Cette stratégie doit inclure une consolidation de services. Les hôpitaux en sont un exemple. Combien d'hôpitaux régionaux faut-il pour desservir une population de moins de 800 000 personnes? Et je sais, ce n'est pas très populaire, mais je pense qu'on a probablement trop d'hôpitaux. Et tout de suite, tous les services de spécialisation sont dans le sud. Vous voulez un cancer oncologique, cardiaque, quoi que ce soit, il faut se rendre à un des 3 centres du sud. Mais si on pouvait consolider la prestation des soins de santé, par exemple, certains autres centres pourraient avoir des spécialisations et permettre aux gens d'être pris en charge dans leur région. Alors, le gouvernement doit trouver une façon de réduire le nombre d'unités municipales. Il y en a trop. Ça, il faut vraiment réduire ce chiffre. Ça, c'est obligatoire, selon moi. Merci. David, vos idées là-dessus? Oui, j'aimerais répéter ce qu'a dit Don sur la croissance démographique. Si on n'y pense pas assez, mais la réalité, si on regarde l'emploi et le PIB selon le nombre d'agglomérations, d'agrégations, 70 à 90 du PIB est dû à l'activité locale, vente au détail, la structure, les services locaux. Alors, on a besoin de ces services d'exportation, ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas de croissance démographique, on ne peut pas grandir l'économie à l'avenir. Alors, Don a tout à fait raison. Maintenant, quant à la stratégie NB, j'ai une perspective quelque peu différente. Je pense qu'on devrait, en plus de déterminer ce qu'on veut dire par ces centres, ces noyaux économiques pour la province, il faut aussi qu'on réfléchisse au secteur et les forces dans chacune des régions et comment essayer de faire la promotion du développement économique. Et surtout, l'entrepreneurship. 80 de nos entrepreneurs visent la retraite sous peu. Et je pense que
Il faut qu'on réfléchisse à comment nos centres urbains accueillent et encadrent cette prochaine génération d'entrepreneurs. Et on aura une meilleure chance de grandir. Merci. Question des participants. On n'aura pas le temps de toutes les repasser, mais ceci n'était pas partie de nos questions prêtes à l'avance, mais on va poser la question à David et ensuite Herb. Quelqu'un a demandé, moi je suis urbaniste de l'Égypte. Je vis à Saint-Jean et je ne trouve pas d'emploi. Alors, David, vous avez tous souligné l'importance de la croissance économique, de l'immigration. Comment aider nos nouveaux immigrants à trouver de bons emplois? Ben, la première réponse est il faut qu'on vise les personnes qui ont les aptitudes, les capacités, l'intérêt de remplir les emplois qui existent, qui créera une plus grande demande pour l'architecture, les urbanistes et les ingénieurs à l'avenir. Mais pour certaines professions, telles celui qui a été mentionné, ce sont des postes très concurrentiels. Il y a beaucoup d'offres, donc ça rend plus difficile. Il faut qu'on poursuive la possibilité d'en faire un service d'exportation. Est-ce qu'il y a des services qui offrent déjà ces services à l'extérieur de la région? Mais pour les immigrants qui arrivent ici dans des industries qui sont déjà saturées, c'est un problème, oui, je le comprends. Je comprends la frustration. J'en ai rencontré plusieurs d'ailleurs. Et il faut qu'on fasse notre possible pour travailler avec eux, mais il faut qu'on attire des personnes qui pourront se trouver un emploi aujourd'hui. Et ensuite, ça aidera à créer une demande pour une autre série d'emplois et de professions pour les immigrants. Mais si on ne peut pas répondre au premier défi, si on ne trouve pas les camionneurs et les travailleurs en TI, en transport et en manufacture, tous les secteurs qui ont du mal à trouver des travailleurs, ça rend beaucoup plus difficile pour les autres immigrants qui ne sont pas de ces secteurs-là. Merci. Herb, à partir de votre point de vue, vos recherches, comment répondrez-vous? Ben, malheureusement, c'est une question qui reflète ce que j'entends à répétition, à savoir de très bons talents incroyables dans la province, mais personne ne leur offre des possibilités. Alors moi, aux urbanistes qui sont là, tous ceux qui veulent développer une stratégie, prenez l'idée de Richard, le billet de loterie. Vous allez passer beaucoup d'argent sur les denrées normales avec des experts conseils, mais pourquoi pas en prendre un urbaniste de l'Égypte qui a travaillé dans un pays qui a une population énorme et lui donner un stage ou un contrat à l'intérieur de votre groupe? Ce ne serait pas très cher, ce serait peut-être un contrat ponctuel de 15 000, 20 000 $, mais donner la chance à quelqu'un, lui donner qu'est-ce que vous pouvez en ressortir. Et si ça ne marche pas, bon, ben, vous laissez, c'est un billet de loterie, vous avez perdu. Mais il y a des occasions de barres basses. Nous, on le fait à l'université avec des adjoints à la recherche, des postdocs, mais c'est très utile, mais on ne peut pas tout faire. Mais il faut que les agences qui ont déjà le financement du gouvernement et les gouvernements qui cherchent des immigrants, prenons des chances, donnons-leur la chance de nous aider. Ces personnes peuvent nous aider, ceux qui vont faire venir de nouveaux arrivants. Quels sont les services nécessaires, le logement? Une des questions qui arrive souvent, c'est de ces urbanistes. Est-ce que lui constate des possibilités dans le port de Saint-Jean au centre-ville? Alors, on est poigné parce qu'on pose toujours aux mêmes personnes ce qu'on doit faire. Ben, demandez à de nouvelles personnes. Et je peux parler au nom du groupe avec qui j'ai travaillé. Il y a de bons talents dans nos rues. C'est juste, il faut qu'on puisse pouvoir les intégrer et on va commencer à débloquer beaucoup de possibilités. Oui, j'ai étudié cette question sur les immigrants et les accueillir. Nous sommes très accueillants ici dans le Canada atlantique, mais on n'est pas très, on n'ouvre pas les bras parce qu'on n'a pas d'expérience avec la diversité, aucune. 5% des personnes de la population du Nouveau-Brunswick sont nées ailleurs. C'est un tout petit nombre. Si c'était une personne sur 5 comme ailleurs au pays ou une personne sur 2 comme à Toronto, ce serait moins un problème. Il faut que le secteur
privé pousse ce dossier, cet enjeu. Le secteur privé doit être prêt à créer des possibilités pour les immigrants. Il faut sortir de sa zone de confort et faire la promotion de la diversité dans ses effectifs. Sans cela, le leadership, les universités vont le faire, bien sûr, c'est là où ça commence, mais il faut que ça vienne du secteur privé. C'est le secteur privé qui doit vraiment s'assurer que les immigrants ont une bonne possibilité de se trouver un emploi. Et alors, il reste des questions, mais je vais en poser une. On sait qu'on a un trop grand nombre d'unités municipales dans le pays. Je pense que ça, c'est l'objectif de la réforme municipale. Alors, nous savons tous qu'il y a un problème là. Alors, je vais pas vous demander votre opinion, mais on n'a pas assez de temps pour en parler. Alors, ma dernière question que je vais poser à Herb, et ensuite Richard peut suivre, c'est l'imposition foncière. C'est un thème souvent soulevé par les municipalités. Comment est-ce que peut-on s'assurer que tous les Néo-Brunswickois payent leur juste part pour les services et l'infrastructure clés, surtout à l'intérieur de ces régions économiques urbaines? Wow. Oui, alors le grand défi ici, c'est qu'on ne peut pas définir ce qui est équitable. Et même dans la ville de Saint-Jean, le rapport Kitchen-Slack qui disait que c'est très difficile ce qui est une juste part équitable. C'est un problème qui arrive lorsqu'il y a des ressources à la baisse qui rétrécissent et on essaye de voir comment mieux répartir. Moi, je vais dire, si vous avez une population qui grandit, une assiette fiscale qui grandit, vous parlez d'une division juste à travers une plus grande base. Personne ne se plaindrait s'il y avait de la croissance. C'est la croissance qui est la solution pour le problème qui dit oh, je préfère que Richard paye ou que David paye. Non, si on grandit de partout, tout le monde sera heureux, on pourra tous avoir des maisons, des piscines et le reste. Bon, oui, on ne va pas parler du salaire du maire à ce moment-là. Richard, qu'en dites-vous? Oui, très rapidement. Alors, il y a un chroniqueur, Herb Emery, qui est un excellent chroniqueur qui parle de l'immigration et l'île du Prince-Édouard et il la compare à une autre région du Nouveau-Brunswick. Ça vous donnera une bonne idée. Mais pour ce qui est de la municipalité, fondamentalement, on va connaître une réforme où on a entamé la réforme municipale ici au Nouveau-Brunswick. Et ceci a été inspiré par le besoin de revoir ce qui est un modèle des années 60 qui reflétait l'époque. À l'époque, on voulait donner la chance égale à tout le monde et on venait d'adopter un programme national de péréquation. L'idée étant que tout le monde devrait recevoir des services semblables à des niveaux d'imposition semblables. Si on regarde les indicateurs de stress dans les municipalités aujourd'hui, bon, les taux d'imposition qui augmentent et les pertes d'assiettes fiscales ou la croissance plus lente, on verra que les indicateurs de stress sont à Saint John et les villes du Nord. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a perdu de vue cette question-là d'opportunité égale? Et connaissant que, bon, ça va être difficile de faire augmenter la population dans le nord de la province. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut se poser la question, quelles sont nos valeurs fondamentales et c'est ce qui va nous aider. Bon, c'est difficile. Bon, tout d'abord, les questions qui ont été posées par les participants, on va essayer de répondre, de vous envoyer des réponses le plus rapidement possible. Donc, merci. Merci aux participants, merci aux conférenciers. Merci à tout le monde pour une excellente discussion. Chacun de nos économistes invités a également rédigé un article d'opinion sur le rôle des villes du Nouveau-Brunswick en tant que centre économique d'innovation et de croissance.
ces documents sont maintenant disponibles sur le site Web de l'association. Et je ne m'en voudrais de ne pas reconnaître également le plaisir que l'Association des cités du Nouveau-Brunswick a eu de voir le gouvernement provincial lancer officiellement son processus de réforme de la gouvernance locale en janvier. Le processus de modernisation sera certes difficile, mais la réforme municipale est d'une importance capitale pour façonner un avenir durable pour tous les Néo-Brunswickois. Nos 8 villes sont encouragées par l'engagement de la province à l'égard d'une participation significative des participants prenantes et par la nécessité de reconnaître les centres urbains et ruraux. Notre succès à l'avenir résidera dans l'élaboration d'un modèle de gouvernance municipale qui facilite la coopération régionale et offrira aux citoyens une représentation locale efficace et une prestation efficiente des services municipaux. La société continuera à plaider en faveur de réforme de la gouvernance municipale et de l'impôt foncier qui donneront aux 8 villes la possibilité de participer à la prise de décision qui ont une instance directe sur leurs coûts, leurs possibilités de croissance et leur taux d'imposition résidentielle et qui garantiront que nous avons des cités fortes au Nouveau-Brunswick, ce qui contribue à assurer une province forte pour tous les Néo-Brunswickois. Bon, la semaine prochaine, la session 2. Ah, bon, on voit la diapositive. Merci d'avoir participé à la session d'aujourd'hui au nom des 8 villes. Et veuillez prévoir de vous joindre à nous la semaine prochaine pour explorer le thème de l'obtention de résultats de croissance durables grâce à la coopération régionale. On va parler de diversité linguistique, etc. Donc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée.